Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce deuxième webinaire de l'année 2025 consacré à la transition écologique des acteurs du numérique et de la photonique. Je suis Stéphanie Schoen, directrice écosystème d'Actantis. Actantis, c'est un pôle de compétitivité basé en région sud de Provence-Alpes-Côte d'Azur et en Occitanie. Nous nous attachons spécifiquement au domaine technologique du numérique et de la photonique. Et nous sommes 300 adhérents et nous sommes là pour faire grandir l'écosystème, permettre des financements des entreprises grandes, moyennes, petites pour leurs projets de R&D. Juste avant de commencer le webinaire, 2-3 éléments techniques. Donc, le webinaire sera bien enregistré. Vous pourrez l'obtenir en replay. Vos micros sont coupés en tant qu'auditeur. Nous aurons tout au fil de l'eau des possibilités pour vous de poser des questions. N'hésitez pas à le faire. Vous avez un module questions. Posez-les au fil de l'eau. C'est toujours plus simple de gérer ces questions au fil de l'eau qu'à la fin, quand on n'a plus beaucoup de temps. Donc, n'hésitez pas à le faire. Et en fin de session, vous aurez également un petit questionnaire. Ça nous aide à faire mieux, à voir si on a répondu à vos interrogations sur la thématique du jour ou si on peut traiter tout simplement d'autres sujets. Ça nous aide à faire mieux pour la prochaine fois. Donc aujourd'hui, on va traiter un sujet particulier qui est celui de la consommation énergétique des logiciels. Alors, vous savez tous que la consommation d'énergie, c'est certainement le plus grand enjeu. Énergie et numérique, c'est compliqué à manœuvrer aujourd'hui. Entre ce qu'on appelle l'énergie primaire, donc pour la fabrication des terminaux, et l'énergie finale, donc l'utilisation finalement des produits et solutions numériques. J'ai recherché 2-3 petites infos. Je vous les livre aujourd'hui en introduction. Selon l'Agence internationale de l'énergie, avec ce que nous connaissons maintenant depuis fin 2022, donc ce qu'on appelle l'IA générative, nous avons un besoin d'énergie supérieur de 20 à 40% par an pour les usages du numérique. Ça fait beaucoup. Si on continue sur cette trajectoire, on n'arrivera pas à suivre. Bien sûr, les conséquences sont surtout sur les logiciels, puisque aujourd'hui, beaucoup de logiciels, ou en tout cas tous, à court terme, certainement intégreront des briques complémentaires d'IA. Donc forcément, tout le monde sera impacté, y compris les logiciels les plus classiques, qui consommeront potentiellement plus. Et l'enjeu est bien sûr que les besoins et la rapidité de disponibilité de cette énergie, en capacité, nous n'y arrivons pas. Les exemples sont nombreux. Aux États-Unis, pour arriver à suivre ce que OpenAI essaye de faire, il faut construire plusieurs centrales nucléaires et à vitesse grand V. Bon, il y a potentiellement d'autres solutions, mais aujourd'hui, il y a un nœud sur ce sujet. Donc, il faut agir à la fois sur les infrastructures, sur les terminaux, il faut agir à tous les niveaux et également forcément sur les softs. Donc aujourd'hui, on s'interroge sur ce sujet. Pour cela, on a 3 intervenants. On a Florent Morel qui nous a rejoint, je vois dans la console qu'il est arrivé, d'Amadeus, qui va nous parler concrètement de ce qui se passe chez Amadeus en tant que témoin. Nous aurons également Romain Rouvois de l'Université de Lille, INRIA, qui nous parlera de ce qui a été mené, donc un projet qui a été mené sur comment on peut déjà bien mesurer la consommation des logiciels, donc pas uniquement la part infrastructure, mais la part également utilisation. Et enfin, nous avons Merlin Gérard qui nous a rejoint de Decarbonize, qui est un partenaire d'Actantis sur le travail de l'empreinte carbone du numérique et de la photonique. Et donc, il nous exposera un cas d'usage qui a été travaillé chez eux sur un outil, si je me souviens bien, un outil d'IA européen. Donc, sans attendre, je vais passer la main à Florent. Florent, vous êtes bien là? Que comme je ne... Oui, est-ce que vous m'entendez? Je vous vois pas, mais je vous entends, effectivement. Est-ce que je peux Oui. vous passer la main pour que vous puissiez vous présenter et puis donc
commencer votre témoignage. Ensuite, ce sera Romain qui suivra et ensuite Merlin. Ça vous va? Très bien, merci pour Je vais vous passer la main. Ok. Alors, Florent, vous allez avoir un petit pop-up qui s'affiche pour que vous puissiez présenter. C'est pas ce que je voulais montrer. Ok. Très bien. Donc, normalement, vous devez voir mon écran. Si tout se passe bien. Absolument. Absolument, Florent. On le voit bien. Enfin, tout le monde le voit. Normalement, c'est bon. Ouais. On voit la console. C'est parfait. Parfait. Merci pour l'invitation. Donc, je me prénomme Florent. Donc, je suis Florent Morel. Je travaille chez Amadeus en tant que responsable du programme Green IT. Donc, je détaillerai un peu le programme Green IT chez Amadeus et pourquoi nous faisons un programme Green IT chez Amadeus et ce qu'on y fait. Mais l'idée générale, en fait, c'est de travailler à réduire la consommation électrique des serveurs que nous utilisons par les applications que nous développons chez Amadeus, donc avec plusieurs objectifs évidemment, hein, l'objectif environnemental qui va nous intéresser là plus particulièrement. Après, il ne faut pas se le cacher, ça tombe très bien aussi, il y a un objectif de réduction des coûts et ça va de pair la plupart du temps. Donc en tout cas, pour moi, c'est une très bonne nouvelle. Ça me permet d'avoir des arguments, en fait, d'apporter des arguments supplémentaires, que ce soit quand on va faire du FinOps, on va pouvoir aussi travailler avec les équipes sur la réduction de l'impact environnemental. Et quand moi, je vais essayer de faire avancer des actions qui vont me permettre d'améliorer, par exemple, de réduire la consommation électrique de nos serveurs, le fait que ce soit lié avec la réduction des coûts la plupart du temps, ça m'apporte des arguments supplémentaires. Donc, sans plus attendre, aujourd'hui, je vais vous parler donc de pourquoi chez Amadeus on a un intérêt à faire ce programme Green IT. Plus particulièrement, on travaille sur une solution interne qu'on a nommé, on va dire, le projet interne Carbon Measurement Engine. Vous verrez qu'en fait, ça va un petit peu plus loin que ça. Et quelles sont les prochaines étapes et notamment, qu'est-ce qu'on envisage de faire avec on va dire, l'écosystème des entreprises qui pourraient être amenées à collaborer sur ce sujet. Donc, Amadeus, pour ceux qui ne connaissent pas, et pour ceux qui connaissent, je vais essayer d'aller un petit peu vite, mais grosso modo, Amadeus, c'est un très gros acteur du domaine du logiciel pour l'industrie du voyage. Quand je dis très gros acteur, on travaille avec énormément de fournisseurs de solutions de voyage, vous voyez les chiffres, mais aussi de vendeurs de solutions de voyage, parfois peuvent être les mêmes. Et donc, notre rôle, c'est de fournir des solutions IT pour ces différents acteurs du monde du voyage. Et donc, nous avons énormément besoin en fait de serveurs, alors désolé, j'ai souvent les termes anglais qui vont me venir en premier, mais de besoin de ressources de calcul. Par exemple, là, vous avez un chiffre de 2 milliards de requêtes de recherche par jour qui sont effectuées sur nos serveurs. Donc, c'est juste pour dire on a un énorme besoin en termes de capacité de calcul, de capacité de stockage aussi. Donc, ce qui va rendre nos problématiques non seulement importantes, mais aussi qui va nous permettre qui va aussi rendre indispensable le fait de s'intéresser à la consommation de nos serveurs. Depuis
l'an dernier, juillet 2024, je crois que c'est, Amadeus a eu la validation de son commitment, de son plan d'action pour devenir net zéro en 2050, validé par l'ONG des Nations Unies qui s'appelle Science Based Target Initiative. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, le process est les grandes entreprises vont soumettre une letter of intent, donc une volonté d'afficher publiquement leur volonté, leur plan d'action pour réduire leur empreinte carbone. Et ensuite, les entreprises ont 2 ans pour travailler sur un plan d'action à mettre en œuvre. Donc Amadeus a eu ce plan d'action validé pour 2 targets que sont les near-term targets et les long-term targets. J'explique un peu plus loin ce que ça veut dire. Donc ça, c'est disponible sur le site officiel et sur, évidemment, sur le site d'Amadeus. Toutes ces informations que je vous partage aujourd'hui sont publiques. Quand on parle de Science Based Target Initiative et de la réduction de l'empreinte carbone de l'entreprise, en fait, on va travailler sur les 3 scopes du Greenhouse Gases Protocol. Pour faire simple, scope 1, ça va être tout ce qui est lié à la consommation d'énergie fossile directement par l'entreprise. Donc pour Amadeus, par exemple, on est encore propriétaire de notre propre data center, ça va être les power generators, qui sont les backups en cas de coupure d'électricité. On va avoir des générateurs d'énergie au diesel. Ou plus simplement, d'un point de vue général, quand on pourrait penser à une flotte de véhicules dans l'entreprise, ça va être compté dans le scope. Le scope 2, ça va être tout ce qui est la consommation d'électricité et donc les émissions carbone générées. Donc là, quand on possède un data center, toute l'électricité du data center va dans le scope 2. Et le scope 3, c'est tout le reste, toute la chaîne de valeur, ce qui est presque le plus compliqué à calculer parce qu'il faut vraiment prendre en compte tout ce qui est fournisseur et client, l'impact de toute cette chaîne de valeur. Ce que j'ai mis là, moins 42, moins 25%, en fait, ce sont donc les chiffres officiels qui ont été communiqués de réduction. Il y a une petite particularité chez nous, chez Amadeus, c'est qu'en fait, toute la partie IT, donc celle celle dont je suis responsable, pardon, va passer des scopes 1 et 2 au scope 3 parce que nous sommes sur la fin du programme de migration à un cloud provider. Et ce qui fait que dans ce cas-là, en fait, on se détache de notre data center historique et on va passer toutes nos émissions liées à notre IT dans le scope 3. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est ce moins 25% sur le scope 3, puisque c'est vers là qu'on va et c'est là qu'on sera à fin 2021. D'un point de vue de la temporalité, donc ces moins 25% sont à atteindre d'ici 2030, ce qui est assez intéressant parce que c'est une temporalité qui est assez connue dans le monde de l'IT. Quand on va faire des long-term plans, ça va être sur 3-5 ans, donc c'est des choses qu'on peut travailler avec les responsables, les directeurs et les responsables de l'équipe. Alors, je parlerai très peu d'objectifs à 2050, donc il y a le long-term target qui est la route vers le net zéro, puisque là, il s'agit de réduire de 90% les émissions. Ça, c'est la définition du net zéro emissions dans le Greenhouse Gases Protocol. Bon, là, c'est du plus long terme, mais je pense que ce sera à voir après 2030. Concrètement, le Green IT programme dans l'entreprise se base sur 4 piliers. Le premier, c'est vraiment l'idée, c'est vraiment drive change, c'est de créer une culture de l'environnement, de la sustainability dans l'entreprise. Donc pour ça, on a des fresques du climat qui sont disponibles pour tous les salariés. Je crois qu'on a plus de 5000 personnes qui ont participé à la fresque du climat. On travaille beaucoup aussi avec des communities of practices et sur ce modèle-là, nous avons une community of practice sur la sustainability, donc où là, on va pouvoir toucher les sujets, donc tout ce qui est lié à l'environnement, mais que ce soit sur la partie professionnelle, donc sur des actions à mettre en œuvre,
au sein de l'entreprise, mais aussi à titre individuel, ce qui peut permettre aussi de partager des bonnes pratiques. Ensuite, on a tout un volet de formation, donc ce volet de formation qui va d'abord de la partie vraiment prise de conscience, awareness, et puis au fur et à mesure qu'on va avancer, aller dans le détail de qu'est-ce que je peux faire en tant que développeur, QA engineer, architecte, et là on est même en train de travailler en ce moment sur la partie sur les product managers, afin de se rapprocher du client en fait et dès la réception des besoins, avancer sur le côté comment on définit des solutions plus éco-responsables. Le troisième pilier, et c'est celui sur lequel je vais parler un peu plus tard après, c'est sur la partie mesure, parce qu'on a vraiment besoin de monitorer notre progrès et donc aussi de savoir d'où on part. J'en parlerai un peu après. Et enfin, le minimize, c'est tout ce qui est la mise en pratique de toutes ces actions. Donc ça va passer par, on a fait des appels à projets, donc des programmes d'appels à projets qui permettaient de réduire l'empreinte sur on va dire des actions coup de poing. Mais évidemment, le but, en fait, c'est d'intégrer toutes ces pratiques-là dans le quotidien des ingénieurs afin, au final, de rendre ça comme la norme. Alors ça, ce sont les principes du Green IT, les Green Software Principles, qui viennent directement de la Green Software Foundation, donc qui est une fondation fille de la Linux Foundation avec laquelle on travaille beaucoup chez Amadeus. On en parlera un petit peu plus tard. Je les ai mis parce que c'est important et nous, c'était la base en fait de notre travail. Et ils sont assez simples à retenir. Il y en a trois: être efficace, efficient en énergie, donc essayer de consommer le moins d'énergie possible, c'est une sobriété. Être efficient en hardware, là ça va être essayer d'utiliser le moins de hardware possible et ou utiliser le hardware qu'on a déjà à notre disposition le plus longtemps possible. Mais j'ai envie de dire, ces deux premiers, en fait, ils sont, pour moi, on n'est même plus en train de parler de Green IT, là, on est vraiment en train de parler d'engineering best practices, c'est-à-dire que n'importe quel ingénieur qui fait attention à la performance de son logiciel, en fait, il est déjà en train d'appliquer ces deux principes. Le troisième, qui est par contre un peu plus spécifique au Green IT, c'est ce qui va être carbon awareness, c'est-à-dire qu'en fait, on va essayer de réfléchir au temps et au lieu pendant lesquels on fait tourner notre logiciel. Alors, ça marche sur les jobs asynchrones, évidemment. Tout ce qui va être synchrone, c'est beaucoup plus compliqué. Mais voilà, la localisation de nos serveurs et puis le temps dans la journée, l'heure à laquelle on fait tourner nos jobs, par exemple, ont leur importance et peuvent avoir un impact. Pour tout ce qui est, donc ces principes Green IT sont mis en lumière par une formule qui s'appelle la Software Carbon Intensity Formula, qui a été éditée par la Green Software Foundation et qui est maintenant devenue un standard ISO. Qu'est-ce qu'elle dit, cette formule? En fait, c'est un ratio. On prend l'énergie qui est consommée par le software, on va multiplier cette énergie par la carbone intensité, l'intensité carbone de la région dans laquelle on est, c'est-à-dire la quantité de CO2 émise pour créer 1 kWh d'électricité. Donc ça, on va appeler ça les émissions opérationnelles. Donc là-dessus, c'est là-dessus qu'on va jouer. Alors sur le E, on va jouer quand on va faire des optimisations d'un point de vue performance, et le I va bien évidemment être impacté par l'endroit, la localisation de nos serveurs. Ensuite, on va ajouter les émissions grises liées au hardware, donc les émissions de fabrication du hardware, mais aussi de recyclage. Et enfin, le R, c'est une functional unit, c'est-à-dire qu'on va diviser par un ratio. Si vous êtes une application qui est basée sur un nombre de transactions, on va diviser par ce nombre de transactions. L'idée, c'est de dire, si vous multipliez par 2 votre trafic, quelque part, c'est normal que vous ayez vos émissions qui augmentent. Maintenant, avec ce ratio, avec ce SCI-là, vous allez pouvoir voir si vous êtes plus efficient.
je n'ai pas regardé le temps. J'espère que vous me faites-moi signe si, si je dois accélérer. Je vous fais signe, effectivement, on a prévu 20 minutes, 20 minutes. Donc, d'ici 10 minutes, il faudrait effectivement qu'on ait Ok, fait ouais, le tour du sujet. Parfait. parfait, ça devrait aller normalement. Donc l'idée de ce Carbon Measurement Engine, bon, qu'on a appelé Carmen dans notre, en tant que nom de projet interne, l'idée c'était de dire, compte tenu du nombre d'applications qu'on a, on a plus de 250 applications qui sont déployées donc, dans le cloud, et donc peut-être pas autant d'application owners, mais en tout cas une certaine quantité. On avait un besoin de solutions centralisées afin de fournir des informations aux équipes d'ingénieurs. On ne voulait surtout pas que chaque application owner implémente sa propre façon de mesurer l'impact et la conso électrique de ces serveurs. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une solution centralisée qui prend en input des données qui nous viennent de nos équipes FinOps, donc tout ce qui va être l'inventaire de notre infrastructure, ainsi que les télémétrises des applications, c'est-à-dire la quantité de CPU qui est utilisée, la quantité de RAM qui est utilisée, l'activité réseau, la quantité de stockage, etc. Toutes ces informations-là, on va créer un fichier d'input qu'on va envoyer à l'Impact Framework. L'Impact Framework, c'est un framework open source donc fourni par la Green Software Foundation qui contient des modèles afin de générer en output une quantité d'énergie utilisée ainsi qu'un équivalent CO2 d'émission. Donc, c'est là où déjà on voit qu'on a parlé de measurement engine, alors qu'en fait, c'est une évaluation et c'est basé sur des modèles. Et ces modèles, nous, une première chose qu'on voulait absolument, c'était ne pas être propriétaire de ces modèles. On ne voulait pas implémenter ces modèles. C'est pour ça qu'on est parti sur un framework open source avec des open modèles. Et c'est là aussi où on peut voir l'intérêt de solutions, comme vous verrez après avec l'INRIA, qui vont aller beaucoup plus dans, j'ai envie de dire, nous, on a une partie, la solution applicative, on va dire, et ensuite, il y a le cœur de comment on mesure, comment on évalue la quantité d'électricité utilisée par un CPU donné avec un load ratio donné, etc. Nous, ce qui nous a intéressé, en fait, je pense que la clé dans notre approche, c'est qu'on n'est pas vraiment intéressé par la précision des valeurs qu'on va afficher. On est vraiment intéressé par la consistance des données. Et ensuite, on va travailler sur du monitoring, sur des solutions de mesure et sur du reporting. L'idée, c'est vraiment de faire de la trend analysis. Et ensuite, si le modèle est consistant et que pour des mêmes valeurs d'entrée, on aura toujours les mêmes valeurs de sortie, nous, ce qui va nous intéresser, c'est que nos équipes d'ingénieurs utilisent ces outils afin d'améliorer nos solutions logicielles pour faire baisser voilà, la quantité de CPU utilisée, la quantité de RAM utilisée, baisser le stockage, afin de voir une baisse dans ces consommations et dans ces émissions. Donc, on a 3 use cases. Le monitoring, qui est vraiment là, l'idée c'est d'avoir une vue sur on va dire, presque du real-time monitoring, avoir de l'alerting aussi. Measure as a service, alors j'en parlerai un petit peu après. L'idée c'est voilà, de vraiment fournir des services d'une API pour permettre de mesurer des process plutôt qu'une application. Et le reporting, c'est là où en fait on va s'intégrer avec tout ce qui est le reporting FinOps pour coupler en fait l'analyse, on va dire coût, avec l'analyse impact environnemental. Donc ça, c'est les solutions open source qu'on utilise, qui sont toutes les deux pour l'instant, enfin, les deux solutions qu'on utilise, ce sont des solutions
open source fourni par la Green Software Foundation. L'Impact Framework, j'en ai parlé, donc c'est ce framework qui permet d'évaluer la conso électrique et les émissions de CO2, avec plusieurs modules à l'intérieur qu'on peut appeler les uns après les autres. Et le Carbon Awareness Decay, qui est un framework, une solution qui permet justement de faire ce Carbon Awareness dont je parlais au début, c'est-à-dire on va pouvoir interroger le Carbon Awareness Decay pour avoir l'information, par exemple, dans les 3 prochaines heures, quelles sont les localisations géographiques ou sur une liste donnée en input où j'aurai la plus faible carbon intensity, qui va me permettre de réduire l'impact carbone d'un job scheduling que je dois tourner dans les 3 prochaines heures. Alors, on voit peut-être pas très bien. Ça, c'est un arbre où on fait dérouler en fait différents process quand on va faire quand on va évaluer un algo de machine learning. Donc, on va lui faire passer donc un algo d'entraînement de machine learning. Et ce qu'on a fait dans cet arbre de différents process, c'est qu'en fait, à la fin, on a fait un appel à l'API dont je parlais, donc le Measure as a Service, où on lui donne, donc on fait tourner ça sur une plateforme donnée et on va lui donner en input le timestamp de début et de fin de l'entraînement du modèle. Et ensuite, on va pouvoir récupérer, grâce aux télémétries dont je parlais dans le diagramme high level, l'énergie consommée et le CO2 associé. Là, l'idée, en fait, c'est de fournir aux ingénieurs des solutions pour dire que si on hésite entre deux modèles qui fonctionnellement répondent à peu près aux besoins, quel est le plus efficient en termes d'énergie consommée. Ça, c'est la partie reporting avec FinOps. C'est un point assez stratégique, puisque on va toujours être drivé par les coûts. Et donc, l'idée, c'était de s'intégrer dans les dashboards, dans les dashboard reports de nos applications FinOps. Donc là, on retrouve cette notion de, on va récupérer l'inventaire des ressources qui sont sur Azure. On appelle un framework et on redonne à manger à nos Power BI dashboard de côté de l'application FinOps afin de générer des rapports. Comment ça fonctionne? En fait, ce qu'on a remarqué, c'est que la répartition de notre coût d'un point de vue global va être liée pour un peu plus de 50% à la partie compute. Donc là, pensez vraiment à une application qui tourne et qui fait ses process. La partie stockage représente un peu plus de 25%. Ensuite, on va avoir toute une nébuleuse de services, on va dire. Donc, ça va être du middleware, ça va être la partie réseau, etc. Enfin, réseau au sens les routeurs, les switches, etc. Et donc, on a besoin de modéliser tout ça, nous, pour essayer de donner une estimation sur la partie énergie et CO2. Quand on s'intègre avec les rapports FinOps, ce qu'on est capable de faire grâce au SCI, donc pour rappel, c'est la formule de calcul de ce ratio, c'est de fournir un historique des émissions. Donc ça, c'est tout neuf, c'est tout récent. On est encore en phase de création pour ces rapports. On a principalement 2 KPI. Donc on a ce SCI qui permet de voir l'efficience en CO2 par alors ce qu'on appelle une North Star Matrix, c'est-à-dire le ratio que vous avez. Et ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a créé un ECR, donc là c'est l'Efficiency Carbon Ratio, c'est-à-dire en CO2 par euro dépensé. Et donc là, l'idée, ça va être aussi d'arriver un peu à faire de l'émulation entre les équipes pour essayer d'avoir le ratio le plus bas possible en termes d'émissions par rapport à ce qu'une application va nous coûter à hoster. Voilà, donc bon, il y a différents exemples. Donc, fournir ces graphes, c'est une première étape. C'est clairement pas la finalité. La finalité, c'est de travailler avec
nos FinOps Champions pour faire des rapports, pour ensuite travailler avec les équipes d'ingénieurs pour identifier des actions d'amélioration, les implémenter et voir ensuite les évolutions. Ça va être la fin de ma présentation, la partie nos objectifs du programme Green IT. En fait, on a un objectif qui vient de notre CTO directement, c'est qu'il veut présenter à chaque responsable de business unit, de la même manière qu'on va avoir des rapports de coûts pour nos applications, on veut aussi avoir des rapports d'émissions CO2 afin de pouvoir créer des baselines et ensuite pouvoir se mettre des objectifs de réduction. Donc toujours en rapport avec cet objectif 2050 qu'on a et donc le Near Term Target de 2030. Alors pour ça, on a plusieurs objectifs. Donc évidemment, il y a une full intégration dans la partie FinOps. Il va falloir on est en train d'améliorer la stabilité, tout ce qui est en fait le non-functional requirement. Au début, on a travaillé vraiment en mode MVP où on voulait déployer le produit et l'application. Il y a un point qui est important là, c'est le dernier, c'est l'open sourcing donc de notre Carbon Measurement Engine. Ce qu'on est en train de faire, c'est d'extraire tout ce qui va être Amadeus spécifique de notre code base, de le rendre open source, et ensuite de travailler avec la Green Software Foundation, puisqu'en fait, l'impact framework dont je parlais, que la Green Software Foundation fournit, nous, on est à un niveau au-dessus où on devient un méta-impact framework, c'est-à-dire qu'on va générer plusieurs appels à l'impact framework. Et ça, c'est très intéressant pour la Green Software Foundation. Il y a déjà des entreprises comme la banque UBS ou il y a NTT aussi au Japon qui regardaient l'impact framework et étaient intéressés par nos solutions. On va essayer de travailler là-dessus et c'est peut-être quelque chose qu'on peut travailler avec Atlantis et avec le réseau local. Et ensuite, d'un point de vue plutôt pratique, on va travailler sur des guidelines, donc sur les eco-design guidelines, fournir des guidelines sur le côté IA frugal. Je sais qu'il y a le gouvernement français qui a sorti un document sur ce sujet-là. Et enfin, tout ce qui va être aussi le awareness et la formation. Et j'en ai fini. Super, merci beaucoup Florent. C'est assez clair, hein, il y a beaucoup de chantiers quand même. Hein. C'est pas gagné. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en fait, il y a énormément d'appétence au sein des salariés. Alors, moi, j'explique ça parce que ça permet aussi aux gens qui ont eu cette prise de conscience, cette connaissance, de se dire ben, qu'est-ce que je peux faire moi concrètement dans mon quotidien et notamment dans mon travail. Voilà, ça permet de lier un peu il y a beaucoup quand même de techniques. On touche des gens qui sont geeks, hein, parce qu'on va avoir quand même pas mal de. Voilà, ça va titiller l'ingénieur, le côté performance, le côté amélioration. Et on touche aussi la sensibilité un peu plus perso, un peu plus climate conscious de nos salariés. Exact. Tant mieux. Hein. De toute façon, on sait très bien que le personnel touche fondamentalement le professionnel. Donc, ça se vérifie encore ici. On a une petite question de Rémi. Alors, je crois que c'était sur le début, quand vous aviez parlé de backup, puisqu'il demandait l'ordre de grandeur du temps de fonctionnement moyen sur une année des groupes électrogènes. J'imagine que c'était ce qui vous permettait de maintenir, s'il y avait une problématique électrique, vos serveurs, vos stockages, enfin tout ce qui est en propre. C'est une question. C'est une très bonne question. Honnêtement, j'en ai aucune idée. Okay. Le moins de temps possible, évidemment. Et j'ai envie de dire, de toute façon, cette question, pour nous en tout cas, ne sera plus d'actualité fin 2025, puisqu'on sera migré à 100% sur des cloud providers publics. Voilà. Bon, après, on le voit quand même dans les courbes, hein, la partie scope 1 est vraiment infime. Alors, je ne sais pas si peut-être
les personnes qui ont vu, qui ont regardé en détail, clairement, les schémas n'étaient pas à l'échelle. Si on regarde remonter, Ok. vite fait, voilà, ici, là, on est sur du 12 000 au maximum, là, on est sur du 250 000. Donc, voilà, on n'est pas du tout à la même échelle. Donc, ça veut dire que, grosso modo, le scope 1, il est négligeable. Bon, Ok. le gros du travail va être sur le scope 3, clairement. On est d'accord, hein, on peut faire peut-être un petit rappel des scopes 1, des scopes 2, des scopes 3. Bon, je pense que tout le monde sait ce que c'est. Peut-être Merlin serait le mieux placé pour nous refaire la définition du 1, 2, 3, peut-être du 4 aussi, puisqu'il y a les émissions à éviter, mais bon, pour l'instant, il n'est pas dedans. Mais Ouais. juste un rappel, peut-être Merlin ou Florent, si vous avez tout ça bien en tête. Oui, ben, vous m'entendez bien là? Oui, très bien. Parfait. Ben, scope 1, 2, 3, vous l'avez bien expliqué, hein, scope 1, ça va être les émissions directement émises sur site. Donc effectivement, si une entreprise, par exemple, va brûler du gaz dans une chaudière, ça va être ça. Le scope 2, c'est toutes les émissions indirectes liées à l'énergie, donc principalement l'électricité. Une centrale nucléaire fonctionne ailleurs et émet des émissions ailleurs qu'à l'endroit où elle est consommée. Et le scope 3, c'est absolument tout le reste. Donc tout ce qui est indirectement lié à l'activité d'une entreprise. Ce qui est le point majeur chez vous, Florent, hein. Tout le monde utilise vos applications. Il y a un nombre. Ça, ouais, tout à fait. Après, il y a beaucoup d'entreprises de services qui vont être dans ce cas-là. Absolument, absolument. C'est le modèle typique d'entreprise de service. Parfait, on a Et une beaucoup d'autres aussi. Hein. Et beaucoup d'autres, oui. Nous aussi, d'ailleurs, en tant que pôle de compétitivité, nous, notre scope 3 est grand, puisqu'on a J'ai des trouvé des activités contre-exemples qui à part les génèrent des entreprises déplacements. d'énergie. Voilà. Une petite question, et ensuite on enchaînera avec Romain. Donc, j'ai une question de Pierre. En plus de l'efficacité, prenez-vous en compte la frugalité, prise en compte du juste besoin? C'est d'ailleurs les deux piliers de l'IA frugale de l'AFNOR, effectivement. Malheureusement, la GSF n'est orientée que vers l'efficacité. Ça, c'est le commentaire de Ouais, Pierre. c'est un très bon point pour moi. Alors, j'ai tendance à dire, il faut aussi faire attention à comment on avance. C'est-à-dire que si on reprend là cette temporalité de 2030, enfin, à terme, pour atteindre les objectifs, par exemple, de 2050, je pense que clairement, il faudra, en tout cas, ma vision, ça serait de dire, il va falloir qu'on se pose la question à chaque besoin qu'on reçoit et qu'on se pose la question, est-ce que je peux me permettre, compte tenu de ces moins 90% que je dois faire là, est-ce que je peux me permettre d'implémenter ce besoin? Oui, non, etc. À quel niveau? Et peut-être qu'il va falloir que je dise au client, si je vous le fais, alors je vais être en excédent. Est-ce qu'il ne faudrait pas baisser ou arrêter telle fonctionnalité qu'on utilise ou qu'on n'utilise presque plus? Enfin voilà. Je pense qu'il va falloir arriver à quelque chose comme ça. À mon avis, pas du tout avant 2030. Parce que, alors moi, ce que je dis souvent, mais c'est aussi pour faciliter le message qui est passé, c'est de dire, je pense qu'on a suffisamment à gagner dans tout ce qui va être les optimisations, la waste reduction, voilà, l'optimisation en général. Mais oui, je pense qu'il va falloir y arriver. Après, pour ça, ça va aussi demander des travaux de préparation. Je pense par exemple, comment on va pouvoir discuter avec un client de l'impact carbone d'un besoin qui arrive. Aujourd'hui, on a lancé une initiative chez nous qui est de dire quand on va faire un chiffrage, vraiment les chiffrages haut niveau, quand on reçoit des besoins clients, on va commencer à mettre en face une estimation de l'impact carbone. Bon, on verra un petit peu comment c'est reçu, à quel niveau de précision on a, est-ce qu'on peut arriver à affiner. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de se baser sur les baselines qu'on a de notre outil de mesure pour essayer d'être le plus précis possible. Mais je pense qu'il va falloir arriver à ça, pour ensuite lancer une discussion sur est-ce que je peux me permettre d'implémenter ce besoin? Si oui, alors qu'est-ce que Ça paraît logique puisque le bilan de l'un est aussi
rentre dans le bilan de l'autre. Enfin, on est tous liés par ça. Donc, à la fin, il faut être conscient. Voilà, et c'est un peu l'intérêt d'ailleurs de ce commitment SBTI là, c'est qu'en fait, pour être comité, pour être validé, il y a aussi une notion je vais encourager mes fournisseurs à eux aussi se committer, pareil. à réduire. Je sais que ça a beaucoup marché entre Thales et Orange. Alors, je ne sais plus lequel fait marcher l'autre. Il faudrait que ce soit plutôt des gens de Thales ou d'Orange qui nous en parlent. Mais voilà, il y a un peu une notion d'entraînement aussi des partenaires dans ce sens-là. Ok. On va un petit peu accélérer. J'ai passé la parole à Romain. Merci beaucoup, Florent. Vous pouvez continuer à poser des questions. On essaiera d'y répondre hein, si on est dans le temps imparti. Je passe la main à Florent. Alors, j'essaie juste de récupérer. Normalement, vous pouvez le faire, Romain. Attendez, je vais. Alors, je n'ai pas de fenêtre qui s'affichait. Je vais revalider tout cela. Voilà, normalement, ça devrait le faire. Ok. Diaporama affiché. Hop. Donc normalement, On c'est ira bon. peut-être un tout petit peu plus vite, Romain, pour. Désolé, Je vais faire vite. Dans le timing. Donc Romain Roy, moi je suis professeur à l'université de Lille au sein d'un laboratoire qui s'appelle le Cristal et puis je suis aussi affilié à INRIA dans une équipe projet qui s'appelle Spiral, c'est donc on est localisé en banlieue de Lille à Villeneuve-d'Ascq. Donc mes travaux de recherche depuis plus d'une dizaine d'années maintenant portent sur l'impact environnemental du numérique et des logiciels. Et puis, je vais le présenter. On a été amené à développer une solution open source qui nous sert de point d'entrée pour un certain nombre de collaborations avec l'industrie aujourd'hui. Le point de départ de nos travaux, hein, juste. Ah, Romain, on ne vous entend plus. Je ne vous entends plus en tout cas. On vous entend plus, ça vient juste de couper. Peut-être votre oreillette. Est-ce que vous m'entendez comme ça? Oui, on vous entend. Ça devait être le casque ou l'oreillette. Oui, parfait. La technologie n'a pas su. Donc, je disais, le point de départ de nos travaux, c'est un article qui avait été publié dans le Wall Street Journal en 2011, qui expliquait pourquoi le logiciel était en train de manger le monde, parce que toute entreprise allait être une entreprise de logiciels, et force est de constater que ça s'est concrétisé et que ça continue de l'être. Dans ce contexte-là, une des questions qu'on se pose, c'est comment concevoir des logiciels plus soutenables. Donc la question de la consommation énergétique, mais aussi des impacts environnementaux plus largement. Un point de départ, hein, aujourd'hui, beaucoup de ces logiciels sont hébergés par des data centers. Donc on a évoqué un certain nombre de cloud providers dans la présentation précédente. Et ces cloud providers, quand ils souhaitent communiquer sur le fait qu'ils fournissent justement des technologies plus vertes, qui sont plus vertueux, ils utilisent un indicateur qui s'appelle le PUE, donc Power Usage Efficiency, qui est un indicateur qui va permettre de qualifier pour un watt mis dans l'IT, en fin de compte, combien de watts sont consommés par le data center. Alors, c'est un indicateur qui est quand même pas mal utilisé d'un point de vue marketing pour justement valoriser les démarches qui sont faites par ces acteurs en faveur de l'environnement. Mais c'est un indicateur qui ne couvre en fait que le bâtiment. Donc, il est extrêmement partiel et ne donne que peu d'informations sur ce qui est hébergé au sein de ces bâtiments, c'est-à-dire à quel point les serveurs sont efficients au sein de ces bâtiments, le système de refroidissement, est-ce qu'il est
optimiser jusqu'à l'échelle des serveurs. Et puis, au sein de ces serveurs, quelle est l'efficience des logiciels, des stacks logiciels qui sont déployés? Parce que du cloud, c'est pas juste des serveurs, c'est aussi toutes des infrastructures logicielles qu'il faut pouvoir opérer. Alors, dans le cadre de nos travaux, on essaye d'aller un peu plus loin, de pousser à d'autres indicateurs. Alors, un premier indicateur, c'est ce qu'on appelle le SPUE. Alors, c'est un indicateur qui avait été évoqué par des acteurs de chez Google et qu'on a repris et étendu. Et qui, à l'instar du PUE, en fin de compte, propose de calculer un ratio entre l'énergie qui va dans les composants électroniques qui servent à supporter les activités des logiciels et puis la consommation du serveur plus globalement. Et donc là, ce qui est intéressant de voir, c'est que là où le PUE, tel qu'il est présenté la plupart du temps aujourd'hui, oscille, on va dire, autour de 1,3 pour un certain nombre d'acteurs du cloud. Donc pour un watt mis dans l'IT, il y a 1,3 watts consommé par le data center. Bah, si on transpose ça à l'échelle d'un serveur, on s'aperçoit que pour un watt investi dans les composants électroniques qui vont servir à héberger nos services logiciels, on est plutôt de l'ordre de 3,1 en moyenne, 2,7 au mieux watts consommés par le serveur. Donc on n'a pas vraiment les mêmes ordres de grandeur qu'on observe. Donc là, c'était un serveur un peu classique, ce qui est d'autant plus important que ce qu'on s'aperçoit aussi chez les opérateurs cloud, c'est que la plupart du temps, les machines ne tournent pas à plein régime, hein, elles tournent entre 0 et 50% de leur capacité. Et ce qu'on voit sur ce graphique, c'est que c'est aussi la zone dans laquelle ce SPUE est les moins intéressant. Et donc là, il y a un certain nombre d'enjeux sur comment utiliser au mieux les architectures matérielles pour essayer de se rapprocher du PUE le plus optimal. Ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a regardé d'autres configurations matérielles. Et donc, on a été comparé des infrastructures hébergées par OVH avec des infrastructures que nous, on héberge dans des réseaux académiques, hein, ce qui s'appelle Grid 5000. Puis, on a comparé, du coup, au passage, des architectures AMD avec des architectures Intel. Alors, la différence entre Grid 5000 et OVH Cloud, c'est que sur OVH Cloud, on va avoir du refroidissement liquide, qui est une technologie que OVH développe depuis maintenant pas mal d'années. Et donc, ça permet aussi de quantifier quel est l'impact de ces technologies. Et donc là, on voit sur ce graphe, hein, donc c'est une distribution, une fonction de distribution cumulative. Et ce qu'on voit, c'est que plus on est à gauche, plus la courbe est à gauche, plus c'est intéressant en termes de SPUE. Et donc, la courbe bleue, par exemple, on voit que la majorité du temps, en fin de compte, elle a un SPUE de 1,4. Donc là, on se rapproche de ce qu'on est capable de faire sur les data centers avec le PUE. Et cette courbe bleue, elle correspond à quoi? Bah, elle correspond à une machine AMD refroidie par du liquid cooling. Donc, on voit ici que, au travers de ces graphes, justement, le choix des architectures matérielles a une incidence non négligeable justement sur l'efficience des infrastructures qui vont supporter nos services logiciels. Alors après, on s'est posé la question de savoir, bah, justement, là maintenant, j'arrive à rentrer dans mon serveur. J'aimerais savoir, bah, pour un watt investi dans mon logiciel, au final, combien de watts vont être consommés par ces composants électroniques. Donc, est-ce que j'arrive à avoir un virtual PUE qui me permet de poursuivre mon spectre et d'aller toujours plus près des services logiciels? Alors pour faire ça, on a besoin d'un outil, on a besoin d'un wattmètre logiciel. Ce que j'ai présenté avant ne nécessitait que des wattmètres matériels, mais dès lors qu'on va souhaiter justement pouvoir lier la consommation d'un logiciel à la consommation du matériel, on va avoir besoin de pouvoir avoir cette notion de wattmètre logiciel. Et donc ça, c'est ce qu'on développe depuis maintenant plus d'une dizaine d'années, hein, qui s'appelle Power API. Power API, c'est une solution open source qui est gérée par un consortium industriel, donc typiquement Orange, OVH Cloud et le groupe La Poste, et qui va permettre justement de rentrer dans la machine et puis de pouvoir dire pour un watt consommé par ma machine, si j'ai un Firefox, si j'ai un GoToMeeting qui tourne sur cette machine, quelle est la part de consommation pour mon Firefox, quelle est la part de consommation pour mon GoToMeeting.
Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques de Power API. Il y a un certain nombre d'articles de recherche qui les présentent très bien. Mais dans l'idée, en fin de compte, ce que va permettre de faire Power API, ça va être d'une part de caler un modèle, d'apprendre automatiquement un modèle de la consommation de la machine qu'on est en train d'observer. Donc là, c'est ce qu'on voit sur les deux courbes supérieures. Et puis, une fois qu'on a appris ce modèle, on va être capable de désagréger la consommation de la machine entre l'ensemble des processus qui vont s'exécuter sur cette machine. Et du coup, de pouvoir voir, peu importe le processus, et de manière non intrusive, ça ne nécessite pas de modifier les applications, quelle est la part de conso de chacune de ces applications. Alors c'est intéressant parce que ça permet de faire du pilotage, de pouvoir identifier quels sont les points chauds dans une architecture logicielle et de pouvoir guider les architectes logiciels, les administrateurs, sur quels sont les points sur lesquels ils doivent optimiser leur infrastructure s'ils veulent faire des économies. Nous, dans notre contexte, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça va nous permettre aussi du coup de calculer cette notion de VPE et donc de pouvoir prendre pour chacune de ces applications, tiens, pour 1 watt consommé par cette application, en réalité, combien consomme la machine derrière. Donc, c'est ce qu'on a tracé ici. Donc, typiquement, pour nous, une application, ça peut être aussi une machine virtuelle, un conteneur Docker, peu importe ce qu'on regarde. Et donc là, ce qu'on voit, c'est qu'on est capable aussi de calculer cet indicateur VPU à l'échelle du logiciel. Et donc, on voit qu'on va arriver là aussi de l'ordre de 1,2, 1,3 en termes de ratio dans le meilleur cas. Donc, le meilleur cas, c'est quoi? C'est quand on est capable maintenant de allouer toutes les ressources de mon infrastructure logicielle, donc de déployer un maximum de machines virtuelles sur les ressources physiques qui ont été provisionnées. Là aussi, c'est un gros enjeu pour les gestionnaires d'infrastructure parce que si l'infrastructure est surdimensionnée par rapport aux besoins, on va être plutôt dans la première zone là aussi où on va avoir un VPE qui est très dégradé. Ce que ça nous permet aussi de faire, c'est de calculer et de comparer des technologies. Donc, on va pouvoir comparer les VPE de technologies si on est plutôt sur des déploiements de conteneurs, donc du Kubernetes, versus un déploiement OpenStack, où là, on va plutôt être sur des machines virtuelles. Donc, on va pouvoir voir quel est l'impact en termes de surcoût pour la consommation. On va pouvoir voir aussi quel est le coût de ce qu'on appelle le control plane, l'ensemble des services qui gèrent ces infrastructures, versus les services qui sont hébergés. Donc là aussi, ça permet de donner des orientations sur quelles sont les marges et les leviers qu'on peut activer pour optimiser la consommation. Ces indicateurs, PUE, SPUE, VPUE, on va pouvoir les combiner. C'est aussi ce qui est intéressant dans la démarche. Et donc là, on va regarder qu'est-ce qui se passe quand on combine des technologies avec des architectures matérielles. Et donc là, le graphique, qui est une heatmap, va chercher à combiner ces différents indicateurs qu'on a calculés. Donc là, on s'est mis dans le meilleur des cas. On part du principe que les opérateurs ont réussi à utiliser à plein régime les machines physiques. Ils ont réussi à utiliser à plein régime les infrastructures logicielles. Et donc, on regarde ce qui se passe quand on fait certains déploiements. Et donc là, on va voir déjà qu'il y a des combinaisons qui sont plus intéressantes que d'autres. Et donc, si on prend la meilleure configuration matérielle que j'évoquais tout à l'heure, donc notre serveur OVH Cloud avec un processeur AMD et qu'on déploie dessus un cluster Kubernetes, on va voir qu'on a un indicateur, la CPUE, qui est le combiné, qui est à 1,68, alors que le même service logiciel qui va réaliser le même service avec la même qualité, si on le déploie cette fois-ci sur un serveur Grid 5000 Intel, avec une virtualisation un peu accrue, on a mis notre Kubernetes cette fois-ci dans des machines virtuelles, on va avoir un indicateur 2 fois supérieur. Donc le même service logiciel qui consomme 1 watt, dans le premier cas, il va consommer 1,68 watts en sortie de serveur, et dans le deuxième cas, il va consommer 3,19 watts. Donc là, on peut aussi avoir des bonnes marges de progression en choisissant intelligemment les architectures logicielles et les configurations matérielles qu'on déploie. Et comme je l'ai dit, ce sont des indicateurs qui se combinent, donc on va pouvoir aussi les combiner avec cette notion de PUE. Et donc en fonction du data center qu'on va choisir pour des infrastructures logicielles, on va aussi avoir un impact qui va grossir. Donc là, ce qui est intéressant de voir, c'est que là où les principaux acteurs communiquent sur des PUE
de l'ordre de 1,3, comme je le disais tout à l'heure. Mais en réalité, quand on commence à combiner ces indicateurs, on se rend compte que c'est plus tout à fait la même histoire. Là, on est plutôt sur du 2,70, 2,56 dans le meilleur des cas, et que ça peut vite exploser si les data centers ne sont pas optimisés. Et si on va encore un peu plus loin, on a évoqué tout à l'heure les impacts carbone. Si on regarde le mix énergétique des pays dans lesquels ces data centers sont installés, là, en fin de compte, on voit qu'on a des très grosses différences entre un service qui est hébergé sur du Kubernetes au Canada et le même service hébergé dans de l'OpenStack plus Kubernetes en Australie. Là, cette fois-ci, c'est un facteur 26 en termes d'émissions carbone qu'on va avoir. Donc, j'ai pas mis encore un pied dans le service logiciel, j'ai pas cherché à l'optimiser, mais justement par des choix de déploiement et d'architecture, je peux déjà avoir un impact non négligeable. Donc très ça, c'est bien, dans le Romain. dans... On n'a plus beaucoup de temps, donc si on peut faire un petit mot de conclusion avant de passer la main à Merlin. C'est pas mal ça, hein. Franchement, c'est super parlant. Hein. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est énorme. On s'en doutait un peu, mais à ce point-là, peut-être pas. Hein. Donc finalement, il faut beaucoup travailler, si on résume, Romain, l'infrastructure hardware d'abord. Il faut que celle-ci, elle soit la plus performante possible. Oui. Alors généralement, j'ai cette figure juste après qui montre justement que les services logiciels sont une pyramide avec le logiciel qui est tout en haut. Et qu'en effet, il faut travailler sur les différentes couches, pas uniquement la couche du haut, mais que chaque couche a son importance. Ouais. Parfait. Super, merci beaucoup. Je passe la parole à Merlin. Je vais vous donner la main. Merci beaucoup, Romain. C'est très intéressant. Je pense que si les auditeurs veulent plus d'infos, on pourra faire suivre les présentations ou vous mettre en contact si besoin. Ouais. Alors voilà, est-ce que vous arrivez à voir mon écran? Oui, très bien. Super. Hop, prendre ça, parfait. Alors bonjour à tous, moi je m'appelle Merlin Gérard, je travaille donc chez Decarbonize. Donc on est un petit mot vite fait sur l'entreprise. Attendez, j'ai des pop-up qui se mettent un petit peu, voilà, faire comme ça. Donc on est équipe de 25 experts carbone avec un peu plus de 70 clients dans une douzaine de pays actuellement. On a développé en fait un outil qui s'appelle le Carbon Cockpit qui existe sous deux versions, l'expert et le scan, qui permettent en fait de soutenir la décarbonation de nos experts par la mesure notamment et la proposition de solutions de réduction directement à la suite. Donc, on a été la première entreprise du Benelux à être en conformité avec la dernière méthodologie de l'association Bas Carbone. On est aussi certifié B Corp et Solar Impulse. Et alors, notre méthodologie suit évidemment la méthodologie du GHG Protocol. Alors, pour commencer directement, je vais essayer d'être assez efficace. Un petit mot sur l'empreinte carbone du numérique en général. Hein. Le numérique est très large. Mais donc, en gros, selon l'ADEME et l'ARCEP, donc c'est une étude qui a été faite en 2022, ce qu'a dit Actance 10 au début, c'était peut-être la même étude. Mais donc, en gros, le secteur du numérique représente un peu plus de 17 mégatonnes de CO2 équivalent, ce qui correspond à plus ou moins 2,5% de l'empreinte carbone du pays. Et alors, en termes de consommation d'électricité, c'est un peu plus de 50 TWh d'électricité. Donc, c'est des énormes enjeux. Ça fait plus ou moins 10% de la consommation nationale d'électricité. Donc, c'est effectivement un énorme enjeu. Alors, dans le scope, évidemment, tout n'est pas encore exactement inclus parce que parfois, ça manque de connaissances. Car, typiquement, les câbles, tout ce qui est câbles sous-marins qui permettent à l'électricité, enfin, en tout cas, à la connexion de passer, ou alors tout ce qui est satellite, par exemple, n'est pas encore pris en compte par manque de données disponibles. Mais donc, voilà, c'est sans doute un petit peu sous-estimé, mais ce sont des gros chiffres. Alors, si on prend les grands principes, là, je vais parler plutôt IA et donc focaliser sur l'ICSI, dont je vais vous parler juste après.
En gros, dans l'IA, il y a deux gros périmètres, un qui est lié au data center, effectivement, et l'autre lié à l'utilisateur. Le plus important, évidemment, lié au data center, c'est ce dont on discute depuis 20 minutes. Et donc là-dedans, on va avoir plusieurs choses. Un, la production des serveurs, donc de tout le hardware, des cartes graphiques, tout ça, tout ce qui est nécessaire pour faire fonctionner le tout. En deux, on va avoir la production du data center en lui-même, hein, donc ça reste un building quelque part. Il faut produire les matériaux pour le faire fonctionner, pour le faire construire. Il y a toute une gestion de l'eau, de l'énergie qui doit être mise en place, donc c'est aussi une grosse partie. Et alors, la troisième grosse partie, c'est la consommation d'énergie du data center. Donc, de plus en plus, on a une source d'énergie parfois qui est sur place, donc d'électricité. On a des mini-réacteurs nucléaires qui existent, mais en grosse partie, c'est toujours encore une connexion au grid national. Et donc, en fonction des mix de production d'électricité, on va avoir une intensité carbone qui est différente d'un data center à l'autre. Ceci englobe évidemment l'entraînement des systèmes d'IA qui représente une grosse partie. On va avoir ensuite la data qui va être envoyée chez l'utilisateur aussi, donc il va avoir aussi une production de hardware qui est clairement moins élevée que celle d'un data center, mais ça a une petite part quand même. Et alors une consommation d'énergie du hardware, donc que ce soit un ordinateur, un smartphone, une tablette ou autre. Alors dans le cadre de l'analyse LIXI, donc on a vraiment fait un focus ici sur la consommation d'énergie des data centers et en tout cas essayer de répondre à la question, est-ce que utiliser une IA comme Lixi est gourmand en énergie pour son application et comment cette consommation d'énergie peut éventuellement se comparer à l'enregistrement d'un call classique. Alors, comment Lixi fonctionne? Alors, c'est en fait un note taker qui utilise un système d'intelligence artificielle pour donc enregistrer le call, le transcrire, le résumer et puis mettre à disposition un fichier de revisionnage. Alors, au niveau de l'enregistrement du call, donc que ce soit Microsoft Teams, que ce soit Zoom ou autre, avant chaque réunion, en fait, 2 emails sont envoyés. Ça a un impact négligeable, mais qu'il est quand même pris en compte grâce à un facteur d'émission de la base empreinte. Ensuite, donc 1 heure d'enregistrement audio et vidéo représente environ 500 MB de données. Les fichiers sont ensuite stockés dans un data center de type AWS. Bon, il n'y a pas une communication hyper ouverte de leur consommation, mais on estime une puissance d'environ 100 watts par processeur en nous basant sur d'autres puces comparables. Et on n'a pas pris en compte, par contre, la consommation d'électricité des participants parce qu'on estime que l'utilisation de l'ordinateur est quand même faite, que ce soit avec Lixi ou pas. Au niveau de la transcription, en fait, le fichier audio est tout simplement envoyé et transcrit via un système IA qui s'appelle Whisper. La consommation énergétique liée à cette étape est estimée de 0,0016 kWh par heure d'enregistrement. Ensuite, le résumé par IA est fait via un modèle style ChatGPT, donc un modèle de langage. Et d'après différentes études, on retient une consommation moyenne de 4 Wh en moyenne, donc par requête pour ce type de modèle. Donc les types de requêtes peuvent être très, très larges, mais donc ça, pour ce type-là, on retient ces données-là. Et ensuite vient le revisionnage, donc la lecture de l'enregistrement vidéo qui consomme environ 0,1 kWh par tranche de 10 minutes. Donc, grâce au résumé fourni, nous, on a estimé, et sur base des données que Lixi nous a fournies, qu'on revoit environ 50% de la réunion après l'avoir faite. Et donc, enfin, il y a aussi 2 mails qui sont envoyés à la fin, mais voilà, c'est anecdotique par rapport au reste. Et donc, les résultats qu'on en tire, en gros, c'est ça. Et donc, globalement, on voit que pour la phase d'enregistrement, ça couvre environ 44% des émissions de CO2. Donc, on a lu tout un tas d'études qui nous ont donné un nombre de kilowattheures pour essayer de faire tourner en tout cas l'IA, donc Whisper. Et donc, on voit que traiter le fichier audio représente lui par contre 0,3%. La création du résumé, c'est 0,7%. Et c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, utiliser ChatGPT pour des requêtes texte relativement simples comme celle-ci demande en fait assez peu d'énergie.
Le revisionnage, par contre, demande de réactiver plein de données de stockées, de reprendre une onde passante, et tout ça représente du coup 55%, comme vous le voyez, des émissions par rapport à cette heure de call qui utilise l'IXI. Et donc, on se rend compte qu'en fait, la partie intelligence artificielle du processus ne représente que 1% en gros de l'empreinte carbone. Mais en fait, il y a plusieurs dangers. En fait, c'est un peu les leçons qu'on peut en tirer. C'est qu'en utilisant l'IXI, un des soucis, c'est qu'on va enregistrer maintenant tous les calls. Et c'est là qu'en fait, c'est le réel danger, entre guillemets, de l'utilisation de l'IA. C'est que c'est vrai pour plein d'autres applications. En fait, si on prend la génération de photos et vidéos, maintenant, il existe des applications IA qui permettent de faire tout ce genre de choses. On va mettre en fait dans les mains de tout un chacun des outils qui sont parfois très puissants, beaucoup trop puissants pour faire des choses très simples ou pas spécialement utiles. Donc, si quelqu'un maintenant veut faire une vidéo d'un chat générer une vidéo d'un chat qui danse, ça peut être fait et ça va consommer un énorme volume. Et ça va créer un énorme volume de données sur des serveurs. Un deuxième souci lié à la partie entraînement. Alors, selon l'Agence internationale de l'énergie, de nouveau, 15 jours d'entraînement classique, c'est environ un gros 500 tonnes de CO2 équivalent. Et donc, j'ai regardé sur les outils de base empreinte, ça correspond à 14 000 années de chauffage au gaz pour un foyer moyen. Donc voilà, il y a des questions à se poser à ce niveau-là. Et donc, on pourrait dire aussi que l'entraînement d'un modèle est comme une sorte d'investissement en CO2, un peu comme quand on construit un bâtiment, en fait, il va l'utiliser pendant 30 ans. Voilà, la charge carbone est imputée à la première année, mais on peut la ventiler sur toute l'année d'utilisation. Là, ce serait la même chose. Et donc, investir dans l'entraînement de modèles qui sont utiles et qui sont surtout gardés dans le temps et les enrichir sans devoir tout recalculer et repartir à zéro, c'est un enjeu qui est important. Aussi, aller vers des modèles qui sont plus petits et qui sont peut-être utilisés dans des cas, des applications plus spécifiques et pas des sortes de one size fits all qui sont parfois très puissants, très gourmands, comme ChatGPT, par exemple. Et alors, un troisième enjeu, ça va être évidemment, on en a parlé juste avant, la fabrication de toutes les processing units et en fait tout le hardware qui est nécessaire. C'est en train d'être lancé, mais il y a de plus en plus de nouvelles technologies qui sont développées et qui ont besoin de beaucoup moins de puissance de calcul. Et en fait, voilà, ça, ce sont des choses à développer de plus en plus. Tout le reste lié à l'énergie dans un data center, c'est aussi très important, mais il sert dans la plupart des cas à faire en fait refroidir et tourner les serveurs. Et donc plein de choses sont réfléchies, y compris l'implantation par exemple de data centers dans des zones qui sont naturellement plus froides. On parlait, je pense que c'est un petit peu ça. On parlait du Canada juste avant qui était plus efficace. Ou aussi en fait récupérer la chaleur qui est générée par le fonctionnement de tous ces data centers, et pourquoi pas réfléchir à les mettre dans des endroits civilisés, avec, enfin, je veux dire plus denses en civilisation, pour les rapprocher d'endroits qui ont besoin de cette chaleur et qui pourraient être donc réutilisés. Merci Merlin, on a beaucoup dépassé le temps, je suis navrée, je vous ai laissé terminer, mais c'est un excellent travail de fond, puisque Lexi, c'est un outil belge, je crois. Tout à fait, tout à fait. En Belgique, parfaitement. Et du coup, on voit, on a bien compris quand même que le plus gros du sujet, c'est la partie replay. Donc, revisionnage. Donc, on va peut-être pas dire aux gens de revoir nos webinars, parce que c'est là que ça va le consommer le plus. Mais c'est dommage, c'est quand même l'objectif, de pouvoir toucher le plus largement les gens. C'est aussi peut-être de se focaliser sur ce qui est vraiment utile. Est-ce qu'il faut absolument revoir tous les calls? Ça, je ne sais pas, mais en tout cas, non, peut-être faire une synthèse. Ce qui est nécessaire. Voilà, faire une synthèse de l'heure qui vient de s'écouler. Elle va durer 5 minutes. Ça va demander de la consommation pour la fabriquer, mais c'est pas grave. Mais ensuite, quand on la revisionne, ça consommera peut-être 10 fois moins que ce qui serait une totalité de lecture. Il y a une dernière question, il faut vraiment qu'on s'arrête. Une question de Rémi. Du coup, quel est le total en absolu CO2, donc gaz CO2, de cet exemple Lexi? On était à environ 30 à 50 grammes de CO2 pour un call d'1 heure. D'accord.
Ok. Voilà. Pour le scope Rémi. utilisé. Donc, à nouveau, c'est à utiliser Absolument. avec le périmètre de l'étude, quoi, comme tout résultat. Parfait. Merci beaucoup à tous les trois d'être intervenus. J'espère que ça a éclairé les personnes qui ont participé au webinaire. On a un petit peu dépassé. On n'est pas bon là sur le timing, mais c'est pas grave. Je pense que ce que vous avez indiqué, c'est suffisamment important, voire très important pour qu'on puisse prendre un peu plus de temps. Merci Florent, Romain, Merlin. Merci à tous ceux qui sont de l'autre côté. Et bien sûr, si vous avez besoin des présentations, je demanderai à chacun, Florent, Merlin, Romain, si c'est possible de le faire, de les délivrer. Donc, n'hésitez pas à nous le demander dans la partie questionnaire. Merci à tous et à bientôt et bon week-end, puisqu'on est vendredi. À tous. Merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir.